Madame la ministre, Madame la préfète de région, Mesdames et Messieurs les préfets, Monsieur le préfet directeur général de la police nationale, Monsieur le major général représentant le directeur général de la gendarmerie nationale, et cela montre qu'il y a une confluence entre la police nationale et la gendarmerie, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le président du conseil régional, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le président de la métropole Rouen-Normandie, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux de la police nationale, Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités judiciaires, et je suis très heureux de vous saluer parce que cela indique aussi, je l'espère pour l'avenir, un nouveau cap. Mesdames et Messieurs les représentants des organisations syndicales, Mesdames et Messieurs. C'est un bonheur pour moi de présider pour la première fois cette cérémonie de vœux de la police nationale. Si j'ai tenu à ce qu'elle se déroule à Rouen, c'est bien sûr parce que cette ville parle à notre imaginaire à tous, avec son patrimoine exceptionnel, sa cathédrale, ses paysages magnifiques surplombant les boucles de la Seine. Mais c'est aussi pour souligner que la police nationale agit avec la même détermination dans tous les territoires de la République. À Paris comme dans sa banlieue, dans les grandes agglomérations régionales comme dans les villes moyennes, c'est au fond pour dire aux Français que partout la police nationale est là pour la protéger. Elle est là pour les protéger, d'abord, vous l'avez évoqué, monsieur le directeur général, du terrorisme. Et comment ne pas rappeler ici combien à Saint-Étienne-du-Rouvray vous avez été frappé, combien aussi sont intervenus rapidement et la BRI de Rouen et l'ensemble des forces policières pour pouvoir faire qu'il n'y ait pas encore plus de victimes qu'il n'y en a eu. J'étais là pour rendre hommage au père Hamel et ceci est resté gravé dans mon souvenir. Comment ne pas dire le rôle de la BRI encore cet été dans l'arrestation sur l'autoroute A16 du terroriste de Levallois-Perret ayant blessé 6 militaires de l'opération Sentinelle. La police nationale est aussi là pour démanteler les réseaux criminels. Nous en avons parlé tout à l'heure et je veux saluer l'arrestation ici en mars dernier de 21 individus inculpés pour proxénétisme aggravé, cambriolage, responsables de plusieurs centaines d'infractions dans la région, comme je tiens à rappeler l'interpellation en novembre à l'issue de près d'une année d'enquête de 12 personnes impliquées dans un vaste réseau de trafic de stupéfiants. La police nationale est encore là pour permettre à tous nos compatriotes de pouvoir, dans les circonstances difficiles que nous traversons et face au terrorisme, de pouvoir continuer à se cultiver, à se divertir, à se déplacer en toute sérénité. Si au printemps, les habitants de la Seine-Maritime ont pu, comme partout en France, exercer leur droit de vote démocratique dans les meilleures conditions, ils vous le doivent largement. Si en novembre, ils ont pu assister au Havre au départ de la Transat Jacques Fabre, ils vous le doivent largement. Si en décembre, ils ont pu partager des moments de bonheur sur les places de nos villes à l'occasion des fêtes de fin d'année, ils vous le doivent aussi. Moi, je regardais sur les Champs-Élysées la foule qui se pressait. Et je me disais que sans les dispositifs que nous avions mis en place, sans en particulier ces périmètres de protection qui avaient été quelquefois, lorsque nous passions la loi décriée, mais qui permettaient que les gens rentrent en toute sécurité par 31 portes où ils étaient effectivement fouillés, on ouvrait un certain nombre de sacs, où après ils savaient qu'ils allaient pouvoir un jour, une nuit,
de passage à la nouvelle année de manière tout à fait sécurisée et ne penser qu'au bonheur et non pas aux difficultés qui sont ceux de notre société. Alexandre Dumas écrivait, je cite, « Un pays sans police, c'est un grand navire sans boussole et sans gouvernail. » Eh bien, c'est vrai, par son action, la police française est une boussole pour notre nation. Toujours présente quand tout semble vaciller, toujours présente quand tout menace de s'effondrer, toujours présente pour garantir l'unité de notre nation. Mesdames et messieurs, votre engagement au service des Français inspire le respect, vous l'avez rappelé, monsieur le directeur général. Et ce, d'autant plus que dans l'accomplissement de vos fonctions, vous prenez tous les risques. En cet instant, j'ai, comme vous venez de le faire, une pensée pour tous les policiers blessés en service au cours de l'année écoulée, pour votre collègue plongeuse de la brigade fluviale de la préfecture de police, disparue jeudi dernier. Vous voyez, on parle souvent des droits, mais vous le rappeliez tout à l'heure, dans la police, plusieurs dizaines de milliers, une dizaine de milliers de blessés chaque année. Qui fait des rapports circonstanciés sur les violences faites aux policiers? J'aimerais de temps en temps qu'on essaye de regarder de manière équilibrée ce qui se passe d'un côté et d'un autre. Je tiens aussi à rendre hommage, comme vous l'avez fait, à Xavier Jugelet, à Raphaël Baltrès, à Philippe Cipolla, à Romain Lemel, décédés dans l'exercice de leurs fonctions. J'ai associé Ahmed Merabet, Franck Bensolaro, Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, ainsi que la policière municipale Clarissa Jean-Philippe, tous fauchés par la folie terroriste. Oui, vous prenez des risques, tous les risques. Oui, vous mettez en péril votre vie pour protéger vos compatriotes. Alors, quand vous êtes mis en cause sans fondement, quand vous êtes agressé sans autre motif que de porter l'uniforme, je veux ici vous garantir que nous serons toujours à vos côtés. Argenteuil, Aulnay-sous-Bois, Champigny-sur-Marne, nous avons tous à l'esprit des agressions qui ont hélas émaillé ce début d'année. Nous avons tous à l'esprit ces mots employés par certains qui ont blessé toute votre communauté, et jamais nous ne pourrons les accepter. Jamais la République n'acceptera que l'on roue de coups une policière. Jamais la République n'acceptera qu'on insulte des femmes et des hommes qui consacrent leur existence à servir leurs compatriotes. Ce déferlement de haine, d'ailleurs, ce n'est pas la France. De tels actes seront toujours poursuivis avec la plus grande fermeté. Ils seront, et j'y travaille personnellement, avec la garde des Sceaux, toujours durement et sévèrement punis. Mesdames et messieurs, depuis que j'ai pris mes fonctions place Beauvau, je suis venu à votre rencontre dans de nombreux commissariats. Partout où je suis allé, j'ai dialogué avec des femmes et des hommes extraordinaires, animés d'un sens remarquable de leur devoir, d'un sens de l'État remarquable. J'ai vu à Magnanville et au Mureau, c'était un de mes premiers déplacements, des policiers encore choqués par l'assassinat de leurs collègues, mais qui avaient trouvé la force et l'énergie de se relever. J'ai rencontré à Viry-Châtillon des policiers encore affectés par l'agression sauvage de plusieurs des leurs, mais déterminés à assurer l'ordre public dans cette zone difficile. Et j'ai encore gravé dans ma mémoire l'exceptionnelle dignité et l'exceptionnel courage de votre collègue grièvement brûlé, à qui j'avais rendu visite à l'hôpital où il allait subir une nouvelle intervention. À La Rochelle, à Bordeaux, j'ai perçu chez tous les fonctionnaires une volonté farouche d'aller de l'avant, d'innover, de tisser des liens avec les policiers municipaux, avec les acteurs locaux, comme vous le faites, je crois, si bien ici à Rouen. Et puis, place Beauvau, j'ai découvert les fonctionnaires dévoués, répondant présents
À chaque fois que survenait une crise, sachant aussi porter une vision de long terme, que ce soit pour armer la France face aux cybermenaces ou pour faire entrer la police dans la révolution numérique. Mesdames et messieurs, c'est tout cela, la police nationale. Les femmes et les hommes souvent confrontés au pire, à la face la plus noire de la société, mais qui jamais ne sont découragés, qui toujours cherchent à se renouveler, des femmes et des hommes engagés avec la volonté si belle, si forte de servir et de protéger. Si j'ai accepté en mai dernier de devenir ministre de l'Intérieur, c'est parce qu'élu local, je connaissais ce grand professionnalisme et parce que dans mes nouvelles fonctions, je savais pouvoir compter sur vous. Compter sur vous pour que petit à petit nous puissions progresser dans la réduction des tensions de notre société, gagner partout en confiance dans la population et finalement contribuer ensemble à bâtir une France plus apaisée. Vos qualités me donnent une grande confiance en l'avenir, une grande confiance en notre capacité à relever les défis qui sont devant nous pour 2018 et pour les années suivantes. Le premier de ces défis, vous l'avez mentionné, monsieur le directeur général, sera évidemment celui de la lutte contre le terrorisme qui constitue aujourd'hui la première préoccupation de nos compatriotes. Je l'ai souligné à plusieurs reprises, la menace a beaucoup évolué. Hier exogène, orchestrée depuis les théâtres de guerre étrangers, elle est devenue de plus en plus endogène, avec des auteurs qui, comme à Saint-Étienne-du-Rouvray, passent soudain à l'acte et se radicalisent individuellement. Pour nous adapter à ce nouveau contexte, notre combat prioritaire sera de poursuivre la transformation du renseignement. La DGSI et le renseignement territorial continueront à être confortés dans leurs moyens. Nous veillerons aussi à améliorer toujours les échanges d'informations. Mais c'est toute la police qui doit se saisir de cette grande cause, en se montrant attentive à toute information émanant du terrain, en utilisant dès que cela est nécessaire les outils mis en place par la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme que j'ai évoqué tout à l'heure. 150 000 femmes et hommes déployés partout sur notre territoire, aguerris aux meilleures techniques. Voilà notre meilleure réponse au terrorisme. Voilà nos forces pour lutter contre Daesh, pour faire reculer les idéologies de violence et de haine. Voilà nos vigies pour déceler les signaux faibles qui indiquent l'imminence du passage à l'acte d'un individu. Voilà notre meilleur atout pour éradiquer le fléau terroriste qui menace de semer division et discorde dans notre société. Notre deuxième défi sera celui du maintien de l'ordre public. Avec près de 20 000 opérations de maintien de l'ordre l'année dernière, le niveau de sollicitation a été particulièrement important. Si je forme bien sûr le vœu que l'année 2018 ne soit pas marquée par une activité aussi intense, je sais néanmoins qu'elle peut être dense. Il y aura quelques rendez-vous exceptionnels, je pense, dans les semaines à venir, et ce, quelle que soit la décision qui sera prise par le gouvernement, par le Premier ministre, par le Président de la République, au retour à la normale à Notre-Dame-des-Landes, où à côté des gendarmes, la police nationale devra évidemment jouer tout son rôle. Je pense, dans un tout autre registre, à des événements qui attireront beaucoup de personnalités internationales, un large public, comme la célébration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, où la France accueillera le monde entier. Et puis, il nous faut voir plus loin, en préparant la sécurisation de ce qui sera un des grands événements de la décennie à venir,
Je pense aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. C'est dès maintenant, bien évidemment, qu'il nous faut préparer la sécurité de ces Jeux, de notre capacité collective à assurer une bonne préparation de cet événement dépendra en effet une part importante de l'image et de l'influence de la France dans le monde. Là encore, je ne doute pas que vous saurez vous montrer à la hauteur pour que la France montre le visage d'une nation ouverte et conquérante qui ne renoncera jamais à sa vocation universelle. Notre troisième défi sera, mesdames et messieurs, le défi migratoire. Vous le savez, cette question est très souvent caricaturée dans une opposition factice entre tenants de la générosité et tenants de la fermeté. En réalité, comme l'a souvent rappelé le président de la République, l'un ne va pas sans l'autre. Et chacun sait bien qu'il ne peut y avoir de générosité vis-à-vis de ceux qui sont persécutés dans leur pays sans une certaine fermeté vis-à-vis de ceux qui n'ont pas vocation à rester sur notre sol. Quand, dans des conditions extrêmement difficiles, la police lutte contre les réseaux de passeurs qui font trafic des êtres humains, quand elle interpelle des étrangers en situation irrégulière en vue de les éloigner du territoire national, quand elle prononce des non-admissions aux frontières, elle n'est donc pas, comme on voudrait parfois le laisser croire, dans une forme de répression aveugle. Bien au contraire, vous contribuez à préserver le droit d'asile dans notre pays. Vous contribuez à faire vivre cette part de générosité qui fait depuis des siècles l'identité française. Car si la police n'était pas là pour appliquer la loi, alors c'est tout le système d'asile qui imploserait. Si la police n'était pas là pour appliquer le droit, c'est aussi l'équilibre de la société française qui se verrait remise en question. On voit bien déjà comment les tensions peuvent s'accroître sur le territoire. Oui, il faut que les règles soient respectées et que nous définissions un certain nombre d'attitudes où nous prenons en compte à la fois ceux qui sont persécutés sur le plan ethnique, religieux, politique dans leur pays, où nous empêchons qu'un certain nombre de passeurs, et je vais aller par exemple en février en Afrique travailler avec les gouvernements, organisent un certain nombre de migrations, parce que tout cela, lorsque l'on regarde en profondeur, n'a rien de véritablement spontané. Alors, vous avez déjà obtenu sur ce point des résultats remarquables, avec près de 300 filières de passeurs démantelées en 2017, avec 14% d'éloignement contraint en plus, avec 85 000 non-admissions aux frontières prononcées. Je veux vous en féliciter. Vous avez vu les chiffres, 100 000 demandeurs d'asile, 85 000 arrêtés aux frontières. Si évidemment nous laissions les choses aller, c'est une ville de 200 000 habitants qu'il nous faudrait construire chaque année. Qui pense véritablement que cela est possible dans de bonnes conditions? Alors ce que l'on verrait, c'est les gens aller déjà dans les quartiers en difficulté et rajouter de la misère à la misère. Moi je crois que le bon accueil, c'est de donner à celles et ceux à qui nous accordons le droit d'asile la possibilité de s'insérer durablement et de construire leur avenir dans notre société. C'est pour cela que la police aux frontières verra ses moyens accrus. C'est pour cela aussi que nous ouvrirons de nouvelles places de centres de rétention administrative pour éviter de parcourir la France, pour éloigner un certain nombre de personnes lorsque l'on est dans le sud de la France, de ne pouvoir trouver qu'à Rennes une place en centre de rétention, parce que je vois le gymkhana qui est aujourd'hui effectué, et je me dis qu'évidemment, cela n'est pas totalement possible, cela n'est pas totalement durable. C'est pour cela aussi que la loi Asile et Immigration vous offrira
davantage de latitude d'action, car je vois bien aujourd'hui quelles sont les difficultés des uns et des autres, quelles sont, Madame la préfète, les difficultés de tous les préfets de France, Monsieur le DDSP, les difficultés de tous les DDSP de France. Enfin, l'année 2018 sera bien sûr celle de la mise en place de la police de sécurité du quotidien. Cette révolution qui suscite aujourd'hui beaucoup d'attentes, à la fois parmi les forces de l'ordre comme parmi les Français. Une grande consultation vient de s'achever. J'ai souhaité qu'elle ne concerne pas seulement les états-majors, les syndicats, les élus, les universitaires, l'ensemble de ceux qui théorisent la sécurité, mais qu'elle associe sur le terrain les forces de l'ordre, les praticiens de la sécurité qui sont engagés dans la réalité. Tout à l'heure, nous avons eu une discussion avec un certain nombre de femmes et d'hommes engagés sur le terrain et qui racontaient leurs difficultés du quotidien. C'est cela que nous voulons prendre en compte. Au moyen d'un questionnaire détaillé, nous avons donc cherché à recueillir vos aspirations, vos préoccupations, sans filtre, en toute transparence, en allant à la racine des choses. Eh bien, je dois dire que cette méthode a été un succès. Par le nombre de participants d'abord, 70 000 policiers et gendarmes ont répondu au questionnaire que nous avons envoyé. C'est, je crois, tout simplement du jamais vu. Il s'agit aussi d'un grand succès par la clarté de ces résultats. Je crois que les indications sont nettes lorsque l'on regarde le dépouillement du questionnaire. Ainsi est-il réaffirmé, par exemple, mais vous le saviez, que 74% d'entre vous souhaitent la suppression d'un certain nombre de tâches indues. Ainsi apprend-on que pour 73% d'entre vous, l'allègement des contraintes administratives est devenu une vraie urgence. Et nous en parlions encore tout à l'heure. Quand on passe 60% de son temps à remplir des papiers plutôt que d'être sur le terrain, évidemment, c'est qu'il y a quelque chose, j'allais dire d'être pourri dans le royaume de France, mais qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui ne fonctionne pas dans notre République. Et vous êtes encore les 2/3 à demander une réforme ambitieuse de la procédure pénale, aujourd'hui jugée trop complexe. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque je discute avec des policiers et des gendarmes, je vois qu'ils trouvent la procédure aujourd'hui extrêmement complexe. Et quand je discute quelquefois du côté magistrature, je m'aperçois aussi qu'on juge la procédure trop complexe. Et donc nous devrions trouver un terrain d'entente pour pouvoir simplifier les choses. Mesdames et messieurs, avec des messages aussi nets formulés par des dizaines de milliers d'agents, j'ai conscience qu'après cette consultation, nous n'avons pas le droit de décevoir. C'est pourquoi je veux, à l'occasion de cette cérémonie de vœux, prendre quelques engagements simples, en réaffirmant d'abord que oui, nous engagerons une réflexion et une action autour des fameuses tâches indues. Parce que quand on a la chance de pouvoir compter sur des policiers formés à affronter des situations complexes, formés aux techniques les plus éprouvées, on ne saurait épuiser cette richesse en missions pour lesquelles l'expertise de la police n'est pas indispensable. Ce sera là notamment un des grands buts de la mission parlementaire sur le continuum de sécurité que je nommerai dans les semaines à venir, avec un seul mot d'ordre: ne rien s'interdire. Oui, nous réformerons aussi la procédure pénale. Extension du pouvoir des officiers de police judiciaire, simplification des cadres d'enquête, forfaitisation de certaines infractions. Dans les discussions que nous avons actuellement avec la chancellerie, tout est sur la table. Et je me réjouis qu'avec la garde des Sceaux, nous travaillons dans un climat de confiance réciproque. C'est évidemment essentiel pour l'avenir de notre pays. Mesdames et messieurs, j'aurai demain
une discussion de fond sur la réforme qui est en cours aujourd'hui d'élaboration. Un certain nombre de mes collaborateurs ont travaillé au groupe de travail et j'avais pris soin de prendre dans mon équipe un procureur pour qu'il puisse me dire, vu de son côté, comment se passent les choses pour avoir le côté pile et pour avoir le côté face de la procédure pénale et de son efficacité. Nous serons au rendez-vous de la procédure pénale. Vous savez que la réforme passera devant l'Assemblée nationale au mois de juin. Nous serons, mais vous l'avez indiqué, monsieur le directeur général, au rendez-vous des moyens humains, car c'est une condition essentielle pour répondre à une aspiration partagée par vous comme par les Français que des policiers soient à nouveau présents sur le terrain. Vous avez indiqué 7500 postes qui seront créés dans les 5 ans, donc 1400 dès 2018. Nous poursuivrons aussi l'effort de substitution de personnel opérationnel par des personnels administratifs spécialisés qui permettront là aussi de dégager du temps de présence sur le terrain aux policiers. C'est là encore en période de baisse des effectifs de la fonction publique en général, un effort, vous l'avez souligné, significatif, mais il est à la hauteur de votre engagement et les engagements qu'avait pris le président de la République lors de sa campagne électorale. Enfin, mesdames et messieurs, l'État améliorera vos moyens matériels. Ma conviction est simple. On ne peut pas vous demander un engagement de tous les instants, parfois au prix de sacrifices importants dans vos vies personnelles, dans vos vies familiales, sans vous offrir des conditions de travail décentes. C'est pourquoi un grand plan de rénovation des commissariats sera déployé non seulement sur l'année, mais sur toute la durée du quinquennat. 196 millions d'euros de crédits seront consacrés, ce qui représente une hausse de 5% par rapport à 2017, qui avait été déjà une année de rattrapage. Mais en réalité, ce sont non seulement quelques commissariats, mais l'ensemble des commissariats, parce que nous avons décidé de décentraliser un certain nombre de crédits au DDSP pour qu'ils puissent agir comme ils le souhaitent et mettre ici le petit coup de peinture qui va bien, là réparer telle ou telle chose, alors qu'aujourd'hui, nos procédures sont extrêmement longues et quand je regarde les rapports qui me sont faits, je m'aperçois que sur tous les moyens, je parlerai après des voitures, mais effectivement les procédures que nous avons mises en place sont quelquefois un peu lourdes et apparaissent aujourd'hui comme totalement obsolètes. Un effort particulier sera également fourni pour le renouvellement et la montée en gamme des matériels et équipements avec l'achat en 2018 de 50 000 tablettes numériques, de 10 000 caméras piétons et j'en parlais de 3 000 véhicules et enfin évidemment de renouvellement des armements et des moyens de protection. La police du XXIe siècle sera, on le sait, nous en parlions encore tout à l'heure, une police toujours mieux équipée, une police à la pointe de la révolution technologique. C'est pourquoi 150 millions d'euros par an seront consacrés à ces investissements, un budget en augmentation de 50% par rapport à la moyenne des années précédentes. Mesdames et messieurs, il y a 3 ans, presque jour pour jour, les Français descendaient par millions dans les rues de toutes les villes du pays pour dire « Je suis Charlie », voulant par là signifier qu'ils entendaient défendre notre mode de vie, nos libertés, notre culture face à des agressions barbares. Pour applaudir aussi les forces de sécurité. Et nous avons encore tous en tête ces images de manifestants enlaçant un policier dans une émouvante fraternité. Quelques jours après le drame de Champigny, je veux vous dire que c'est cela, le vrai visage de la France.
une population qui aime sa police, une société qui a pleinement conscience que sans vous, sans les 150 000 policiers qui la tiennent unie et le plus souvent apaisée, eh bien, tout pourrait soudain vaciller, tout pourrait soudain se déconstruire. Ce n'est donc pas seulement au nom du gouvernement que je vous adresse mes meilleurs vœux pour l'année 2018, mais au nom de tous les Français, reconnaissant envers leurs policiers qui contribuent à faire de notre nation ce pays de liberté, d'égalité, de fraternité, admiré partout dans le monde, avec des Français fiers de leur police, fiers de vous qui portez si haut ces valeurs de la République. Alors oui, vive la police nationale, vive la République, vive la France, et bonne année 2018 à vous.